Désolé messieurs dames. C'est les enceintes qui applaudissent aussi, c'est pour ça elles ont envie d'applaudir. Et pourtant, on avait un beau son dans le film. C'est pour contraster avec la qualité du film, c'est pour ça en fait. Voilà. On va le faire à l'ancienne alors? C'est ça, parfait. Ok. Ça vous a plu, messieurs dames? Super, vous avez passé un bon moment? C'est ça. Voilà, si vous voulez rejoindre aussi pour le temps d'échange, à la suite du film. Est-ce qu'il y a déjà des questions spontanément qui vous viennent pendant le film, vos ressentis bouillonnant d'impatience d'exprimer vos ressentis ou vos questions? Mais ça, ah, non, on va faire ça. Vas-y, Joanne. Parce que là, vraiment, ce que j'ai ressenti personnellement, je ne sais pas si vous avez été dans le même ressenti, mais plus c'est pas un documentaire sur le flamenco, ce n'est pas un documentaire sur la vie de Jorge Pardo. Là, je parle vraiment de ce que j'ai ressenti. J'ai senti un film sur l'engagement en tant qu'artiste, là notamment, l'engagement et le sacrifice. Il y a aussi énormément de... En fait, on a réussi à palper un peu ce qu'on ne peut pas percevoir en tant que public. Je dis palper parce qu'on ne peut pas non plus le vivre quand on n'est pas dans le... Mais c'était très fort sur cette notion de... Il y avait cette solitude et en même temps être entouré comme ça, cette créativité, ce monde musical qui est très fort et qui s'arrête jamais en fait. Ça s'arrête jamais. Et il y a un peu ce... J'ai vraiment senti cette notion d'engagement très forte. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui... On m'entend un peu. Il est évident que le choix de Jorge Pardo y est pour quelque chose. Et moi, la première fois que j'ai vu Jorge Pardo en live, j'avais 17-18 ans à Mojácar, un village andalou au bord de la mer près d'Almeria, et j'ai le souvenir très précis d'un monsieur dans un bar, les pieds dans les sables en tongs avec un maillot de bain et son saxophone. J'ai le souvenir d'une nuit étoilée réellement époustouflante. Et je connaissais très bien sa musique évidemment. Moi je suis né dans une famille d'aficionados, on n'est pas des musiciens dans la famille, mais depuis tout petit, cette musique berçait un petit peu la maison, et mon papa m'amenait voir les artistes, les festivals, un petit peu des peñas, des clubs, des flamenco avec mon parent. Donc j'ai eu beaucoup de chance de voir tous les grands artistes des années 70, 80, beaucoup de chance. Donc et la deuxième fois que j'ai vu, après par la suite, j'ai vu Jorge Pardo plusieurs fois, mais le début du film, pourquoi Jorge Pardo, c'est à la fin d'Impulso, juste au moment où Impulso sortait,
Moi, je voulais déjà faire une trilogie, évidemment. Je voulais pas un guitariste. Le niveau des guitaristes flamenco actuellement est monstrueux. En Espagne, il y en a beaucoup. Et je ne savais pas comment m'y prendre, tout en pensant que la guitare, de toute façon, serait dans les trois films, partout, notamment avec les chants. Et donc, j'ai un très bon ami en commun qui m'a dit pourquoi tu ne le fais pas avec Jorge? Tu peux organiser un déjeuner, vous vous rencontrez. Donc, on s'est rencontrés en septembre 2017 à Almeria, devant un calamar en aceite. Un calamar qu'on met à l'huile d'olive, à fait très très doux, avec une feuille de laurier, on couvre et on laisse ça. Ça fait un calamar de potera, qui sont des calmars d'août et de septembre, des calmars qui sont pêchés à la ligne, un par an, ne touchent pas le sable, donc la chair est beaucoup plus appréciée. Bref, pour la recette, on verra après pour la cuisine. Et tout de suite, je ressentis, voilà, je connaissais la figure, il est légendaire, Jorge Pardo. On n'a qu'à voir des ITV à lui pour comprendre cet engagement et ce que le film montre aussi. Il vit comme il joue et il joue comme il vit. Voilà. Et ça, on le sait déjà, on le connaît. Mais ce déjeuner a été révélateur. Lui, il avait adoré mon premier film, ce qui était une surprise pour moi. Et ça s'est fait tout de suite parce que quelque part, je partage beaucoup de choses sur son regard sur le monde que je trouve nécessaire aussi aujourd'hui. Je pense que son message par rapport à la musique, au flamenco et à la culture est très important. Donc évidemment, un grand engagement, et ce que tu dis, ça ne s'arrête jamais. Et effectivement, le concert, c'est pas important dans les films et les concerts, c'est nous qui avons proposé. Ok, on va organiser, on va écrire un scénario, on va créer un fil conducteur, on va organiser ce concert. Quel jour j'ai eu l'idée de vouloir organiser le concert, parce que je vous assure que faire un film c'est difficile, mais quand on connaît rien, organiser un concert comme ça, c'est beaucoup plus difficile. Et Jorge, on peut compter sur lui pour rigoler, pour parler des foot, des musiques, pour partager, mais pas pour organiser un concert. Parce que ça, faut pas trop compter sur lui. Donc, effectivement, cet engagement qu'il a envers déjà le flamenco, c'est un maître. C'est un maître, comme j'ai dit au départ, musical, mais c'est un maître des vies. C'est quelqu'un qui a joué avec des milliers de musiciens. Et une fois que vous avez le film, vous pouvez imaginer que je n'exagère pas. Des milliers de musiciens, plusieurs générations. Et il transmet non seulement la musique, et il transmet aussi une façon d'aborder et de se conduire, y compris dans l'industrie musicale. Voilà un peu. Il a dit que ça lui était égal de remplir c'était un petit bar. Lui, ce qu'il veut, c'est faire ce qu'il anime, ce projet et ce qui lui parle le plus. Et il a dit d'ailleurs que c'est ses maîtres avec qui il a appris, même quand on voit Paco de Lucía, il a été beaucoup critiqué, même s'il a eu beaucoup de succès quand même de son vivant, il a été énormément critiqué sur tout ce qu'il faisait et ça l'a pas empêché de continuer. Bien sûr, et donc il a pris cette ligne-là aussi, et je suis critiqué ou ça marche pas, ou... mais on voit qu'il y a quand même de la souffrance, on perçoit cette souffrance aussi, de ce décalage entre finalement comment est reçu et comment évolue son travail. Il y a un choix à faire, et puis il y a des ombres et des lumières comme chez tout être humain, je dirais, ou tout artiste. Je suis très d'accord avec toi. Évidemment que c'est un film flamenco. Et un film, on me dit souvent, les films s'adressent à tout le monde. J'ai dit oui, mais attention, les films s'adressent premièrement aux aficionados. Je veux dire pourquoi, dans le sens où le film, y compris le montage, les choix des morceaux respectent même le montage, on respecte le compas. On a fait un travail de dentelle, d'artisanat, et tout aficionado peut se reconnaître. Et à partir de là, je considère que je respecte le reste des spectateurs. Ce n'est pas un regard extérieur que je peux aussi apprécier. Je n'ai pas la prétention de dire qu'il faut comprendre et connaître la culture flamenco pour faire un excellent film flamenco. C'est pas le cas. Si on a du talent, on peut arriver et montrer ce qu'on a. Mais notre film est fait de l'intérieur. Et ça, les aficionados, les musiciens et la critique flamenca en Espagne l'a compris tout de suite.
Et on est vraiment, vraiment très, très fiers, très fiers. C'était notre ambition, était aussi patrimoniale. Et moi, je suis un grand amateur des vieux enregistrements, des premiers enregistrements des grands chanteurs, musiciens de la série des années 70, El Rito, Geografía del Cante, enfin quelques spots qu'il y a dans l'histoire de la cinématographie flamenca. Excuse-moi, c'est les émissions qui passaient où il allait dans les maisons des chanteurs. Tout à fait. C'était une équipe, la première équipe de télévision qui est allée à la manière où je ne me rappelle pas du père et fils qui ont fait ça au Mississippi avec les blues, qui sont allés à la recherche de toutes les dynasties gitanes, flamenco, qui n'avaient pas été mises en valeur, qui ont enregistré et filmé beaucoup d'artistes qui n'avaient pas été filmés jusque-là et qui sont centrales dans la tradition. Nous, notre prétention aussi, c'est d'avoir un côté patrimonial. On espère que dans 20, 30, 40 ans, si on a envie de savoir ce que c'était le flamenco aujourd'hui, nos enfants, nos petits-enfants, qu'ils reviennent vers cette trilogie pour montrer à quel point le flamenco a évolué. Et c'est dans ce sens-là qu'on a fait un effort au niveau technique. On a fait le maximum possible pour essayer que la forme encapsule le sens des films et lui permette de traverser le temps, quoi. C'est un peu notre travail. Je ne sais pas si vous avez des questions avant que je m'y perds, quoi, un peu. C'est génial, c'est excellent. Merci, c'est... Il y a beaucoup d'émotions. On a l'impression qu'il passe son temps à la recherche des phrases. Il y a beaucoup d'émotions dans ce que vous avez montré. Vers la fin, il y a des images qui sont très fortes. Et je pense qu'on ne peut pas rester insensible à ce moment-là. Merci, je vous remercie. C'est quelque part aussi la trajectoire de beaucoup d'artistes. On pourrait parler d'un écrivain. Après, la musique nous touche peut-être plus directement. Le flamenco en soi est une musique très puissante, c'est reconnu. Les instruments, on a parlé de la maladie, comme vous avez dit, les guitares, c'est comme ça, c'est quelque chose de différent. Ils nous apportent quelque chose qui nous amène de la persona, ce que j'ai vu, c'est la sensibilité, la technique, totalement. la grâce, J'ai trouvé qu'il y avait aussi des clins d'œil extraordinaires, comme par exemple quand ils sont en Inde. Il ne faut pas oublier que les gitans viennent de l'Inde. Donc, je trouvais que ces clins d'œil, enfin, il y a eu plein de références, plein de choses comme ça que j'ai trouvé vraiment très très bien. Et le fait de faire une union entre les jazz et le flamenco, c'est vrai qu'ils sont les mêmes origines en fait, dans le fond. Ce sont des musiques différentes. Des musiques différentes, mais différentes. L'origine naturelle, les jazz, ça vient des Noirs et le flamenco, au fond, ça vient des Gitans. Ça vient des Gitans. Il y a une empreinte aussi qu'on étudie. Des Arabes. Bien sûr, bien sûr. Ce qui a été la traduction. Enfin, en tout cas, j'ai été très ému par ce film. Donc, je voulais vous poser une question. Est-ce qu'il est de Mojaca? Non, il est né à Madrid. Ah, il est né à Madrid. Il est né à Madrid, mais il joue tous les étés depuis 40 ans. Il descend dans le sud et il se pose à Mojaca et on peut le retrouver. Parce que moi, je suis de là. Ah, écoutez. C'était le signe. Écoutez, dans les chiringuitos Aku Aku, vous pouvez les trouver tous les mois d'août. Moi aussi, je suis né à Almeria. Les dames là-haut qui avaient, je crois, tout là-haut. Non, la question pour tout le monde puisse entendre, est-ce que tu as pu faire le film comme tu le voulais ou est-ce que Jorge a eu un droit de regard sur ce que tu as produit? Je pense qu'on a eu beaucoup de chance d'arriver au bon moment dans la trajectoire de Jorge aussi pour qu'il soit ouvert à faire ces films-là et indéniablement qu'il a eu l'intelligence, parce qu'il est très intelligent, de nous faire confiance. La confiance, ça se gagne avec le travail. Et même si on a beaucoup aimé les films, notre travail, c'est de créer
les conditions pour obtenir même ce qu'on n'a pas pensé nous donner a priori. Et ça, c'est le travail en soi dit documentaire tel que moi je l'entends. On a eu totale liberté. Jorge est venu 2 fois à Paris, et 2 fois pendant le montage image, et encore 2-3 fois pendant le montage son. Donc il a évidemment, bon, il a adoré. Pour lui, c'est un cadeau. Il se rend bien compte de à quel point ça lui permet de laisser un autre type de traces de sa trajectoire, et bien évidemment. Et pour les sons, on l'a appelé, on lui a demandé de collaborer tout simplement parce qu'il faut que ça sonne comme... moi, je voulais que ça sonne comme lui. Il aime que ça sonne. Si on se retrouve avec mon ingénieur de son et le mixeur son pour faire les mix définitifs, nous, on a beau avoir des bonnes oreilles, on n'égalera jamais l'écoute de Jorge Pardo. Donc, il est venu pour valider et que la guitare qui l'accompagne sonne comme lui, il voulait que la guitare l'accompagne. Sinon, pour finir, j'ai envie de vous dire qu'on ne fait jamais le film qu'on veut. On reste toujours un peu sur sa fin. Mais il est vrai qu'étant un documentaire indépendant dans le sens où on n'a pas eu des chaînes de télévision derrière et que j'étais associé à la société de production, en fait, au retour de ces premiers déjeuners avec Jorge Pardo, je suis allé voir celui qui était mon chef opérateur dans Impulse, Dorian Blanc, qui est aujourd'hui producteur. Et je lui ai dit, Dorian, et j'ai vu Jorge Pardo, je tremble, il faut y aller tout de suite. Il m'a dit, quel film on va faire? J'ai dit, je ne sais pas quel film on va faire, mais allons-y. Et suite à ça, on a monté la société de production, ce qui était un peu farfelu parce que nous, on n'avait aucune expérience en production et c'était très risqué. Et voilà, on s'est endetté, on reste endetté, mais ça, c'est après, c'est à part. Et puis, on a réussi à aboutir ça. Donc, on a gardé cette liberté. Justement, cette fois-ci, on a voulu accompagner les films du début à la fin. Voilà, pour répondre à votre question. Je crois qu'il y a pas mal de projections prévues en France. On sort les 14 sorties nationales. Ça ne sera pas un blockbuster, mais je crois qu'il y a 50, 60 salles ou projections. La distribution des documentaires, c'est toujours, Valentin le sait très bien, c'est fait toujours à moyen long terme. On travaille peu de salles, mais on essaye de faire des choses comme ça. Et franchement, c'est un immense plaisir de compter sur des artistes et d'essayer d'animer, d'habiller et d'habiter. Je dis habiller, mais non, d'habiter les films grâce à des collègues ou comme on peut. Et les films documentaires se distribuent comme ça, 6 mois, 8 mois. On verra bien. Il est déjà sorti en Espagne avant l'été. Il sera à Canet dès mercredi, dès sa sortie. On ne va pas attendre pour le projeter. On en parle dès mercredi. Donc, si vous le conseillez à des personnes, n'hésitez pas, on l'a dès mercredi. J'avais une petite question sur notamment la confiance dont on parlait à l'instant, qui t'a accordé, que je trouve très bien métaphorisée par les scènes où on le voit un petit peu en situation de tension avec son fils, avec les messages vocaux qu'il reçoit. C'est des choses très intimes on ne s'attend pas à voir ce genre de scène quand on démarre. Donc c'est un beau témoignage de la confiance qui t'a accordée. Et du coup, quand tu filmes, il y a ta compagne dans la voiture, par exemple, c'est assez... on est témoin de ça, et c'est une belle marque de confiance qui t'a accordée, et c'est ce qui rend le film sincère, qui construit un personnage, je trouve, et pas uniquement une ode au personnage, on découvre un petit peu son intimité, je trouve ça super intéressant à procéder comme ça. Et avec Lucio Molina aussi, il y a eu des passages où sa mère, de souvenirs où sa mère elle s'exprime. En fait, le premier film qu'a fait, c'est le premier Impulse. Le premier film sur le flamenco, tu en avais déjà fait. Avec Lucio Molina, donc une danseuse de flamenco, si vous ne l'avez pas vu, il est vraiment à voir aussi. Et effectivement, dedans, on trouve des passages où sa mère parle de Lucio Molina et qui dit que il y avait une phrase un peu qui m'avait marqué, du style qu'elle la voyait souffrir dans ce processus aussi de création, sur scène, et elle la voyait dans des états tellement, parce que Lucio, elle est très puissante, elle va vraiment très loin, elle va vraiment chercher dans la chair, et donc du coup sa mère, elle le sentait de l'intérieur, et donc elle partageait ça, et c'était aussi très intime. C'était très émouvant, ouais. Oui, cette journée restera à jamais dans ma mémoire, la journée qu'on a passée avec la maman de Rocío, sa fille est devenue le fer de lance du flamenco et même de la danse contemporaine. Elle vient d'avoir le prix à la Biennale de Venise des danses, un des prix les plus importants en danse contemporaine au monde.
Et ces jours-là, j'ai eu vraiment l'impression qu'on me faisait un cadeau et que sa maman attendait depuis des années que quelqu'un arrive lui demander ce qu'elle elle ressentait. Et c'était exceptionnel. Le moment qu'on a passé avec Lola a été exceptionnel. En tant que spectateur, on sent vraiment une vérité et quelque chose de... Et finalement, je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui parlait avec autant de lucidité sur l'art de sa fille. En fait, elle s'est rendue compte que sa fille s'est donnée à la danse au point qu'elle pouvait devenir un monstre. Et c'était pas une métaphore. Rocío Molina, si vous avez l'opportunité de la voir danser un jour, c'est une artiste incommensurable. Elle avait cette peur-là. Et elle l'a exprimé, c'était fantastique. Et ça, c'est des cadeaux qu'on trouve sur les chemins. Après, il faut être sympa quand on arrive, hein, sinon ça marche pas. Sinon c'est plus compliqué. Il y avait aussi... Oui, elle fait la trilogie. N'hésitez pas une seconde, au moins une fois dans la vie, il faut voir danser Rocío Molina. Je vous garantis qu'elle va vous regarder dans les yeux, à un moment donné. Elle va vous regarder dans les yeux. Et ça, un regard de Rocío. Vous avez parlé d'une trilogie Impulse, c'était les premiers, là c'est les deuxièmes. Quel est votre projet pour le troisième? Le projet déjà, c'est de commencer à chercher les financements, le personnage est trouvé, et puis on va voir comment si on arrive à mettre ça en place. Si, Tomás de Perrate. C'est un chanteur d'Utrera, un chanteur qui est l'héritier d'une très très belle dynastie, qui a été coiffeur toute sa vie et qui est devenu professionnel aux alentours des 40 ans, et qui, la Biennale démarre ces jours-ci. La Biennale, c'est le festival à Séville le plus important au monde. Il participe à 7 spectacles. Pour vous dire à quel point Tomás est devenu un chanteur important. Voilà. Bon. Une question au 5e rang. El sol del membrillo. Non, non, j'ai pas l'argent. J'aimerais bien, mais là on est à notre. Non, je vous remercie. On essaye modestement de faire du cinéma, voilà, en toute modestie. Je voulais juste vous en remercier aussi, et donc vous poser une question, est-ce que vous écrivez de toute façon la fiction de votre trajectoire cinématographique? Bon, tout d'abord, j'aimerais compléter votre témoignage et dire que la chance que j'ai eue aussi, c'est de bien m'entourer. C'est-à-dire, j'ai eu l'immense chance d'avoir une équipe. Et je n'aime pas parler des techniciens, pour moi ce ne sont pas des techniciens. J'ai travaillé aussi bien mon producteur, le producteur du film est Dorian Blanc, qui faisait la 2e caméra, où on montait notre petit téléobjectif trouvé au marché au plus il y a 15 ans. Une optique russe dont on ne connaît pas l'origine, qui est très typée et qui nous accompagne depuis 15 ans. Jusqu'au chef opérateur, Nicolas Contant, un immense travail que l'ingénieur du son a fait ici. À qui il faudra rendre hommage. On va faire une projection spéciale à Paris pour qu'Arnaud vienne parler de son travail. Tous les 3 sont anciens élèves de l'École nationale du Lumière, qui est une école connue et respectée dans le monde entier, et qui ont cette chance d'avoir une formation technique très poussée, très poussée, et en même temps une qualité cinéphile, c'est-à-dire qui ont droit aussi. Donc ça nous permet déjà de rentrer en communication. Le montage aussi, le monteur m'accompagne depuis 3 ans et il sait ce que je veux, ce que j'aime.
on avait énormément d'images. On avait, à la fin d'un an et demi de tournage, on s'est retrouvé avec 200 heures de roche. La dernière fois de ma vie, je me suis promis que je fais face à 200 heures de roche parce que trop c'est trop, et pour de vrai, parfois trop c'est trop. Et là, c'était vraiment un Everest à monter. Donc on avait beaucoup de choix, mais il était clair que la qualité technique et la sensibilité dont vous parlez, il fallait qu'il soit là. Il fallait qu'il soit là. Parce que j'insiste sur ce que j'ai dit tout à l'heure, je reprends un peu le propos d'un cinéaste iranien de Kiarostami quand on lui a demandé qu'est-ce qui est plus important, maître, la forme ou le fond. Et Kiarostami a dit bon, les deux sont importants, évidemment, mais je dirais la forme. Parce que la forme protège l'essence et lui fait traverser les temps. Et ça, donc le film à ce niveau-là est très ambitieux parce que c'est la seule chance, la carte que nous jouons pour nous dire que peut-être plus tard, on reviendra vers ces films et on pourra reconstituer l'expérience et l'émotion que nous avons eue, que nous avons vécue, nous, moi et l'équipe technique. Le film, à la fin, n'essaye que de reconstituer cette émotion que nous avons eue personnellement, entre autres. Et j'ai un peu oublié votre question. La fiction, j'aimerais bien. C'est deux mondes assez cloisonnés. Et je crois que j'ai pas les épaules. Hein. J'ai essayé timidement, j'ai dit, comme on dit en espagnol, hasta el rabo todo es toro. Je sais pas comment traduire ça. Jusqu'au bout, on peut y arriver jusqu'au bout. Vous voyez, je me dis pourquoi pas, mais c'est compliqué de faire de la fiction. Ces deux réseaux, même, c'est compliqué. Mais en tout cas, voilà, moi j'adore le travail de Victor Erice. Jamais de la vie, je pourrais me comparer à lui. C'est l'un avec Buñuel et Almodóvar, c'est sans aucun doute les trios des grands réalisateurs de l'histoire du cinéma espagnol. Voilà. Est-ce que tu envisages de faire un livre accompagné d'une bande son? Et on est en train de préparer la sortie d'un disque parce que Jorge Pardo a fait très peu de live dans sa vie finalement. Il a des disques, mais en live il n'en a pas tellement. Et nous on a enregistré 20 ou 21 concerts en multipistes. Donc on a des archives d'une richesse époustouflante, des choses qui ne sont pas ici, des enregistrements à Bamako avec le maître de la Cora, Toumani Diabaté, des enregistrements avec des grandissimes artistes qui ne sont pas dans les films. Donc on espère un jour, on espère. Il y avait un début de question, je sais que j'ai interrompu. Madame, non. Est-ce qu'il y a encore une question? Une question à venir? Je dois vous remercier vraiment du fond du cœur parce que ça a été une merveille. Quand on a des artistes comme ça, la moitié du travail est fait. Après, il faut être un bon artisan, se mettre à l'écoute, saisir bien les choses, mais la moitié du travail est fait. On n'a pas demandé, pour l'anecdote, on n'a pas demandé juste une fois les droits, l'autorisation, les droits à l'image et l'autorisation des tournages, juste pour le concert de Chick Corea. On nous l'a demandé quand le distributeur nous a dit j'espère que tout ça est clean, que vous avez tout prévu. Écoutez, pas une seule fois. Quand on va de la main de Jorge, il y a des choses qui... même pas. Je dis ça pour l'instant, on verra bien, mais non, vous imaginez bien que je ne vais pas arriver et présenter à un artiste flamenco, non, ça ne marche pas comme ça. Ça témoigne aussi de la confiance qu'on fait à Jorge et des portes qu'on ouvre avec lui. C'était à ce niveau-là, les tournages étaient vraiment une très belle promenade. C'est une force de la nature. Hein. Et il est costaud, oui, vous l'avez vu, il tient. Hein. Un an et demi. Et on a tourné une 60aine de jours. C'est démesuré par rapport à ce qui est en documentaire. Ou une cinquantaine de jours. Pas toujours à fond, mais oui.
Je ne saurais pas vous dire, et ce qui est sûr, c'est que j'ai grandi dans ces paysages-là. Donc pour moi, il était naturel que, comme les bons samouraïs de Kurosawa, avant la bataille, il aille se recueillir. Bah, on l'a mis là-bas et voilà, ça a payé. Ça a payé. On tente des choses. Il faisait chaud ces jours-là. Hein. C'est un peu un instant de pause avant la fin, qui nous porte vers la fin, qui va être la dernière partie. Ouais, une petite respiration, absolument. Il y a aussi dans l'histoire de Jorge Pardo, il racontait dans une des conférences qu'il a vendu des savons, des shampoings, tout ça, enfin, des crèmes pour les mains à l'âge de 12-13 ans. Tout à fait. Pour s'acheter sa première flûte. Tout à fait. Et après, il est allé sur le saxophone parce qu'il disait que jouer que de la flûte, ça l'aidait pas spécialement, parce que jouer flûte plus saxophone lui attirait plus de contrats ou d'opportunités pour jouer. Absolument. Donc, et il a commencé d'ailleurs dans un club de jazz à Madrid. Il était élève d'un jazzman français en plus. Je ne me souviens pas du nom, mais un français qui était installé là-bas très vite. Effectivement, lui, il voulait jouer la guitare. En fait, on n'a pas fait une biographie, vous avez vu. Moi, je ne sais pas faire ça. Et beaucoup de gens me disent, oui, on raconte rien de sa vie, mais c'est que je sais faire. Est-ce que je sais faire? Est-ce que je ne vais pas faire? Je laisse les autres le faire et ils le feront très bien. Mais moi, je n'ai pas la prétention parce que c'est pas dans mon... On ne travaille pas comme ça. Effectivement, lui, il voulait jouer de la guitare. Mais il y avait dans son groupe des amis plus âgés qui jouaient déjà très bien, donc lui, on ne le laissait pas jouer. Il a vendu les savons, avec ça, il a acheté sa première flûte, effectivement. Mais il vient pas de... Quand on connaît le flamenco et un peu... Quand il est à la Stress Mill, il est quand même accepté, normal, parce quand on connaît son parcours, etc. Mais je veux dire, pour arriver à être accepté, comme ça, ça paraît très naturel quand on le voit à l'image. Mais il n'a pas du tout un cursus de famille soit gitane ou vraiment avec une histoire flamenca très marquée. On est dans quelque chose de totalement lui, c'est sa différent. rencontre. Et finalement, c'est un artiste qui est aussi très flamenco. Dans sa manière de vivre, dans son mode d'expression, dans tout ce qu'il fait. Enfin, il joue de la flûte, on a l'impression de voir un cantaor. Hein. C'est que là, tu as donné la clé. La clé, c'est que Jorge Pardo, pour un aficionado flamenco, ne joue pas les parties mélodiques. Il chante. Et à la fin, c'est ce qu'il lui dit, le gitan, à la toute dernière image. Tu chantes. Donc, les aficionados, nous reconnaissons les chants anciens, y compris les artistes. El Borrico, El Torta, nous reconnaissons des airs célèbres des flamencos joués à la flûte. Imaginez, la flûte peut faire des choses que la voix ne peut pas faire, et inversement. Mais la richesse que ça... Et bon, quand on marche avec lui, il est connu, il est très aimé parce que vous l'avez vu. Il a eu la chance aussi, il est lucide là-dessus, qu'il n'est pas allé chercher le travail des familles gitanes. Quand il a commencé à jouer la flûte, personne jouait la flûte. S'il avait eu une guitare entre les mains, s'il avait chanté, ça ne serait pas passé comme ça. Donc, au contraire, lui, il a ouvert la voie pour que d'autres artistes flamencos, gitan, on dit gitan parce qu'il a beaucoup évolué dans ces milieux, il y a beaucoup d'artistes flamencos qui ne sont pas gitans, hein, c'est évidemment. Mais il est clair que les gitans sont très importantes dans l'évolution et l'histoire du flamenco. Et donc, il a donné l'opportunité aux autres de dire, regardez le payo, ce qu'il fait lui, regardez ce qu'il fait lui. Nous aussi, on va le faire. Et il est très aimé, il le dit toujours, je vis comme un roi. Il arrive dans n'importe quelle ville, quel village, il y a toujours 3 amis, une bande de gitans qui arrivent, qui nous prend. Enfin, c'est vraiment pour eux, c'est légendaire, de par son histoire et par les sons qu'il arrive à sortir de sa flûte. Ce son est très flamenco. Et il touche là où il faut toucher. Et son expérience de 20 ans à côté du légendaire musicien Paco de Lucia et son amitié avec Camarón, le grand chanteur des dernières 40 ans, ne l'oublions pas, et son amitié avec Camarón fait que, voilà, el Tito Jorge, l'oncle Jorge. Et c'est comme ça qu'on l'appelle. Il disait que Camarón, il avait un plan pour jouer un taranto, je ne sais pas si tu avais su cette histoire, et que du coup, c'est le saxophone. Et du coup, Camarón est venu pour y apprendre le taranto chez lui. Et il avait 18 ans, 18 ans par là. Et en fait, il a dit le premier jour, il n'a pas réussi. Donc, le deuxième jour, il est resté, le troisième. Et donc, il disait un gitan comme ça qui offrait aussi un savoir et tout ça à quelqu'un de non initié et en plus, qu'il faisait avec
un instrument qui n'était pas parti Tout à non fait. plus de la tradition. Bon, Cameron aussi, il a fait des choses hors tradition, si on peut dire comme ça. Évidemment, évidemment, évidemment. Mais du coup, il y a eu ce lien qui a commencé aussi, peut-être cette acceptation-là qui a déclenché aussi peut-être cet élan. Là, quand on a eu ses amis comme Cameron, d'ailleurs, il le dit toujours, Jorge, la question qu'on lui a posée dans les interviews, moi-même en rigolant de temps en temps, je lui dis quel est le meilleur musicien avec qui tu as joué ou qui te plaît le plus. Et Jorge va répondre toujours, c'est pas bien de le dire, mais Cameron, sans doute, Cameron. C'est le grand mythe du chant flamenco, je vous dis, des dernières 40 ans. Donc oui, non, il est très à l'aise dans ces milieux et respecté comme un des pères de cette musique. Tous les artistes qui sont dans les films que vous avez vus, tous les musiciens, c'est des artistes aujourd'hui de très grands niveaux, il n'y a pas mieux, quoi. Et c'est vraiment là, on est dans les très hauts du panier, vous avez accès à ce qu'on fait absolument des meilleurs, sans aucun doute. Voilà, donc si ça vous a plu, bah, c'est bien. C'est bien. Merci beaucoup. C'est bien. Le film sort donc dès mercredi. Parlez-en à vos proches. C'est important de soutenir ce genre de film ici. Ici, on le défend en le sortant dès la première semaine de sa sortie. Donc, n'hésitez pas à en parler. Avant que vous partiez, on a une petite surprise à vous réserver. Petite surprise. Le son marche à nouveau? Le son marche. On a décidé ici de mettre en place un nouvel outil, un livre d'or. On va vous demander d'être les premiers à inaugurer. C'est un livre d'or qui est à destination de tous nos invités et de tout notre public. Si la séance, si le film, ou n'importe quel film, si vous revenez à votre moment, vous a particulièrement touché, ce livre d'or, c'est le vôtre. Vous pouvez écrire ce que vous voulez dedans. Ne dites pas que le son ne marchait pas, par exemple. Dites qu'il y avait une très belle prestation de danse. Voilà. Et, donc voilà, c'est votre livre à vous, public, et à vous, invités. On tenait à l'inaugurer avec vous aujourd'hui. Voilà. Si vous acceptez de le remplir après. Et si vous voulez prolonger l'échange dans le hall du cinéma, vous pouvez tout à fait prolonger l'échange. Voilà. Merci à vous, à très bientôt. Oui.